Nous, on a fait un gros travail. Je remercie Sébastien pour avoir mis en forme après cette partie du diaporama. Donc ça va répondre à ta question, Michel, sur la chronologie croisée de la sédimentation et des pollutions dans le lac. Donc avant 1982, on a déjà une décharge qui est là où elle était, là où elle a toujours été, coule à côté l'Eyrieux, on a le lit de la rivière. Dans cette décharge, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 40 000 tonnes de déchets, des ordures ménagères, des carcasses de voitures, des fûts non normés contenant des déchets industriels. Et nul ne sait ce qu'il y a dans ces fûts industriels. Même si au vu des activités industrielles du secteur, on a des idées de ce qu'il devait y avoir dedans, puisqu'on sait les substances utilisées dans les process. On est à une autre époque. Il n'y a aucun jugement par rapport à l'activité industrielle de l'époque. Il n'y avait pas de système de traçabilité, donc c'était normal qu'on ne sache pas ce qu'il y avait dans les fûts, etc. Il n'y avait aucune obligation, aucune norme en la matière. On vient d'apprendre très récemment dans les derniers documents communiqués par le SDEA qu'il y avait aussi une décharge sauvage au nord-est. Peut-être que des locaux le savent, nous ne le savions pas. Donc c'est un rajout à ce niveau-là. En 1982, avant la mise en eau, il y a une étude du Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, pour caractériser cette pollution et savoir ce qu'il convient de faire. Là, vous avez une diapo qui vous présente où se situait l'ancienne décharge, là où ils ont fait leurs études, en amont et en aval et au droit de l'ancienne décharge. Et ils se rendent compte que dans les eaux interstitielles, il y a des polluants, des éléments minéraux, nitrates, nitrites, des métaux, des métalloïdes, fer, manganèse, zinc, des sédiments, et qu'on dépasse à ce moment-là les seuils. Donc on a dans l'Eyrieux et puis dans le lit par sointement. Il y a des sointements au niveau de la décharge, donc c'est attesté, c'est avéré. On dépasse les seuils environnementaux de l'époque. Ils étaient même étonnés au début du BRGM de voir qu'il y avait presque autant de pollution dans l'Eyrieux que dans ce qui sortait de la décharge, entre guillemets. C'était lié à toute l'activité industrielle en amont des différentes usines dont les exutoires étaient la rivière, l'Eyrieux, et qui passaient à côté de la décharge. Donc le département m'a redemandé une autre étude. Conclusion, risque de pollution, pas d'ampleur à justifier un transfert des ordures sur un autre site. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure la diapo, l'article du Monde historique. En fait, c'est comme ça coûtait trop cher. Pourtant, il y avait eu beaucoup de financements qui avaient été trouvés. Ils avaient même prévu de faire une usine d'incinération, mais il y avait un des cantons sur lequel devait s'implanter l'usine qui avait délibéré contre et les riverains qui s'opposaient. À mon sens, à juste titre, parce qu'à l'époque, justement, les normes étaient pas celles-ci, et ce genre de centrale d'incinération, en termes de qualité de l'air, c'était plutôt craignos. Donc, ce qui a été préconisé, c'est une fixation mécanique, un géotextile, du sable et des empierrements. Ils avaient même envisagé une sorte de sarcophage en béton pour qu'il n'y ait pas de choses qui sortent, un petit peu comme Tchernobyl, mais ça coûtait trop cher, donc on a pris la version la plus économique, entre guillemets. C'est une constante un petit peu, c'est comme les 2000 m3 de gravier, c'est ce qui coûtait moins cher. 1983, mise en eau, direct des premières analyses, vu ce qui sortait, ce qu'on savait, arrêté préfectoral qui interdit la baignade des activités nautiques. On a une accumulation d'effluents des eaux usées brutes du Cheylard, de Saint-Martin-de-la-Masse et toutes les communes en amont, puisque les stations d'épuration qui étaient prévues en 1978 n'ont pas été faites. Donc là, on a mis des points en rouge. Fin 88, je passe mise en place de la station d'épuration intercommunale du Cheylard, pas de Saint-Martin-de-la-Masse, donc on les a mis en rose, donc a priori il y avait moins de polluants qui arrivaient. 95-96, gros problème au niveau de la station d'épuration du Cheylard, les bétons sont attaqués, ça c'est lié aux activités industrielles, donc il y a des arrêtés préfectoraux puis des obligations aux industriels à faire un pré-traitement pour que ça ne détruise pas la station d'épuration intercommunale. Donc pendant quelques mois, toutes les eaux usées du Cheylard sont déversées directement dans la retenue. Ça, à l'époque, nous, BED, on avait dit non, c'est déjà qu'elle est en mauvais état, là, on finit de l'achever. Nous, on avait dit, bon, tant pis pour l'aval, mais rejetons à l'aval, la rivière, après, ça repartira. Là, ça a tout été laissé dans la retenue, tout s'est accumulé dans la retenue. Tous les produits, nitrates, phosphates de l'assainissement, des eaux usées, tous les métaux des industries. Alors, cette diapo vous montre bien où ça se passait. On est en bas d'Erium. On voit depuis la Dolcevia cette canalisation, la rose, c'est la canalisation d'eau usée. Et vous avez ce petit tuyau qui descend, et c'est là qu'était l'exutoire à ce moment-là et que tout a été déversé dans la retenue. 97, Saint-Martin-de-la-Masse est raccordé. En 2001, une étude, de nouveau, pour préciser l'état de la retenue, la qualité de l'eau. Il y avait une obligation de faire des études régulièrement. Voici les endroits où ont été faits les prélèvements.
On retrouve dans ces prélèvements encore des éléments minéraux, des éléments métalloïdes, mais qui a des seuils moins graves et moins importants. Dans les eaux interstitielles, il n'y a pas de problématique majeure, on y reviendra plus tard, donc les conclusions. Il y a de la pollution, mais ça ne semble pas anormal, étant donné les activités industrielles de la vallée. Donc il y a de la pollution, mais elle est explicable en fait. En 2010, nouvelle étude, toujours l'ancienne décharge. Donc on retrouve surtout là l'azote et le phosphore en grande quantité, parce qu'en fait l'azote et le phosphore se sont piégés dans cette retenue tous les étés. En fait, à cause de l'augmentation de la température, le phosphore est relargué, ça s'auto-entretient, donc c'est un cycle infernal ad vitam aeternam, tant qu'il y a l'ouvrage en fait. Donc c'est pour ça que l'eau de la vallée après est verte et remplie d'algues. Et quelques métaux et éléments métalloïdes. Donc pas de pollution significative des sédiments. Par contre, ils indiquent que leurs analyses ont été faites que sur la partie superficielle, c'est-à-dire vraiment en haut, et donc on avait tous les assainissements et beaucoup moins de cochonneries qui allaient. Ils indiquent quand même qu'il y a un risque non quantifiable de fuite de produits toxiques des fûts industriels enterrés dans la décharge. Voilà, donc le récapitulatif de cette époque. On a les couches de sédiments, on a mis des couleurs différentes. Ces couleurs, c'est en fonction de la qualité de l'assainissement qui était opéré, on va dire, autour et surtout en amont du barrage. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui est rouge est pollué, tout ce qui est rouge un peu, tout ce qui est vert est clean. Pas du tout, on va le voir après, c'est beaucoup plus compliqué que ça en vrai. Donc l'étude de 2010 qui a servi pour la paix, c'est dans TA, le bureau d'études. Là, vous avez les points d'échantillonnage. Quand il y a refus, c'est qu'ils sont allés jusqu'au fond. Sinon, ils sont allés qu'à 2 mètres de profondeur, par exemple, sur ces zones-là. Là, c'est près de l'ancienne décharge. On va voir en détail ce que ça a donné. Il y avait un échantillonnage prévu, puis ils n'ont pas fait tout à fait l'échantillonnage prévu parce qu'ils ont dû faire plus de points, comme ils avaient du mal à remonter, manque de temps ou d'argent, je ne sais pas. Peut-être plus la deuxième option, d'ailleurs. Donc, il y a des endroits qu'ils n'ont pas fait. Il y a des échantillonnages qui n'ont pas été faits. Le 4, qui était prévu ici, n'a pas été fait. 5 et 6, ils n'en ont fait qu'un seul au final. Donc c'est quand même l'étude la plus poussée. La dernière, il faut dire ce qui est. Donc là ici c'est le barrage. Après ils ne sont pas allés jusqu'au fond. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. E6 ils sont allés jusqu'en bas. On y reviendra sur E6 parce que c'est pas anodin. E7 ils sont allés jusque là. Là ils sont allés jusqu'en bas. Ici ils sont allés jusqu'à la décharge. Et je vous avais montré le tableau. Donc pas de pollution au-delà des seuils. Il y a bien présence d'arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, PCB, HAP, mais aucun paramètre ne dépasse les seuils S1 de la loi sur l'eau. Ce seuil S1, c'est celui qui fait qu'on ne peut pas le laisser, qu'il faut le mettre en décharge spéciale. Teneur faible en PCB qui n'implique pas d'enjeux environnementaux. Alors, il y a un autre aspect, par contre, dans ces études, là c'était les chiffres bruts. Il y a un indice de contamination polymétallique, le QSM, cocktail de métaux lourds, qui permet de donner une autre lecture. En fait, c'est plus une fourchette de valeur. Si c'est inférieur à 0,1, on a un risque négligeable, pas de question à se poser pour le milieu aquatique ou pour la vie. Si on est entre 0,1 et 0,5, il y a un risque faible. C'est faible, donc on peut faire des choses. Toutefois, leur non-dangerosité doit être vérifiée. C'est ce qu'on trouve dans les documents des bureaux d'études. Quand on a un QSM supérieur à 0,5, là, le risque est non négligeable pour l'environnement et il faut faire un diagnostic approfondi. Donc là, en haut, on a 0,35. Donc vous voyez bien qu'il n'y a aucun point d'échantillonnage qui n'a franchi le 0,5. Hein. Par contre, on n'en a pas un qui est en dessous de 0,1. Et on a l'échantillon 6 qui monte beaucoup plus haut que les autres, quand même, globalement. D'ailleurs, le bureau d'études a suspecté présence historique d'une décharge sauvage. Nous, on pense au rejet des eaux usées, puisqu'il était proche de l'endroit où il y avait l'exutoire. Ça fait partie des questions en suspens. Donc, au niveau des sédiments, pas de souci particulier, c'est la granulométrie. Qualité des sédiments, donc pour eux, tout est inférieur à S1, donc c'est bon. Donc, c'est non dangereux, c'est inerte. L'ancienne décharge, ils n'ont pas trouvé de modification particulière, donc pas de souci. Pour la valorisation, là, c'est un truc qu'il faudra que quelqu'un m'explique un jour. C'était OK pour de l'agriculture, mais c'est pas OK pour faire des routes. Ça ne respecte pas les valeurs pour une utilisation de niveau 1, dépassement qui reste faible.
Voilà. C'est un truc qu'il faudra que je me fasse instruire davantage. Alors, des limites, là c'est une analyse critique que l'on va faire de notre part, que le bureau d'études a fait d'ailleurs lui-même. Hein. Surtout, pas toutes les pages, mais sur pas mal de pages, on trouve d'ailleurs le fait que c'est un échantillonnage. C'est que des points ponctuels à des endroits très précis. Tout n'a pas été analysé. Donc ça ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l'hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés. Je cite le bureau d'études. Par ailleurs, la prestation a été réalisée à partir d'informations extérieures non garanties par un TA Group. Sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. Voilà. Alors ça c'est normal, à moins de tout analyser partout, on ne peut pas savoir avec précision, surtout que là on est dans des choses éminemment complexes. La sédimentation, j'y reviendrai après. Donc l'étude conclut à l'innocuité des sédiments, hein, dans les résumés, vérifiés, sauf que comme je vous le disais, le QSM, on aurait pu voilà, au niveau des questions en suspens, poser un peu plus de questions, gratter un peu plus. Voilà, notamment au niveau de l'échantillon 6. Pourquoi certains sont restés superficiels? Alors,